Ce troisième confinement est inédit. Il se diffère des deux premiers. Le virus circule et a déjà causé plus de 260 morts et autant de familles endeuillées. Plus de 10 000 personnes ont contracté ce virus et certaines souffrent de séquelles longues. Sur le volet économique et social, l'année 2021 est marquée par 2 confinements de plus de 3 mois au total, avec une activité à l'arrêt pour certains, réduite pour d'autres. Confinement prolongé, pass sanitaire, obligations vaccinales, aides économiques et gestes barrières. En quoi ces outils de gestion de crise sanitaire permettent-ils un rebond de confiance dans l'avenir, dans la perspective du scrutin référendaire, quelle que soit sa date? C'est ce que nous verrons avec les témoignages de nos invités, acteurs de la vie économique et associative. Après les témoignages donc sur l'avenir du pays suspendu à cette évolution sanitaire, voyons à présent le manifeste des entrepreneurs du groupe NC Eco. Hier, ils ont dénoncé des conséquences économiques et sociales graves en cas d'un report du scrutin du 12 décembre. Ils prennent position pour son maintien. NC Eco rassemble à la fois des principales organisations patronales et artisanales ainsi que les chambres consulaires. Voyez ce reportage de Dave Wayonasson et Chaouyane Chaouyane. Pour NC Eco, plus tôt on passera le cap de la consultation, plus tôt on bâtira notre modèle économique et social de demain. Mais pour cela, 2 conditions. La date du référendum doit être maintenue au 12 décembre et les politiques doivent dès à présent être transparents sur leur projet de société. À ce jour, aucune relance économique n'a encore été engagée et les indicateurs montrent qu'un éventuel report de la consultation serait économiquement dommageable pour la Calédonie. Nous, on l'évalue par des indicateurs simples. La capacité aujourd'hui des entreprises à investir, donc le financement bancaire des investissements de nos entreprises, la capacité à créer de l'emploi, qui est aujourd'hui quand même le premier vecteur de réduction des inégalités en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, le solde de création des entreprises, c'est-à-dire que moins on a de visibilité, moins on crée d'entreprises. Aujourd'hui, on a besoin de relancer l'économie de notre territoire, c'est fondamental. Le cap, il est connu. Les entrepreneurs, NC Eco a fait des propositions, mais aujourd'hui, on ne peut pas perdre de temps à débattre éternellement de questions institutionnelles. On a besoin de rentrer dans le concret des réformes. La Nouvelle-Calédonie, tout simplement, n'en a plus les moyens d'attendre. Pour éclairer le choix des Calédoniens sur les implications économiques du oui ou du non, le 12 décembre prochain, NC Eco a sollicité l'ensemble des partis politiques concernant leur projet de société. Seule Génération NC a répondu au questionnement de NC Eco. Un silence qualifié, je cite, d'assourdissant par le monde économique. Il faut qu'on puisse éclairer les Calédoniens, le monde économique, les chefs d'entreprise, les collaborateurs, pour que surtout qu'on passe le 12 comme une étape obligatoire. Donc allez voter. Et surtout le 13 qu'on se retrouve tous ensemble pour gagner tous ensemble. Le 26 novembre, NC Eco tiendra une conférence publique. D'ores et déjà, il prévient qu'il n'hésitera pas à dénoncer des projets de société à risque. Dans un manifeste, NC Eco a rappelé ses positions concernant, je cite, un modèle économique et social prospère et durable. Plateau. Passe sanitaire, obligation vaccinale, distance de sécurité, confinement, ces mesures donnent-elles confiance pour la suite ? Et puis la suite, c'est bien sûr l'avenir institutionnel du Caillou. Quelles pourraient être les conséquences d'un report de la consultation du référendum? Pour en parler ce soir, nous sommes avec Gérard Pascot. Bonsoir Monsieur Pascot, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie. À vos côtés, Jean-Louis Laval. Bonsoir Monsieur Laval, vous êtes le président de l'Union UDP de Nouvelle-Calédonie. En face de vous, Milo Poignewa. Vous êtes le coprésident du Conseil du dialogue social, secrétaire général de l'USOINC. À vos côtés, Édouard Léoni, consultant en finances publiques et stratégie nickel. Pour ouvrir ce débat avec en deuxième partie, Édouard Léoni, l'activité nickel est un indicateur de santé de l'économie calédonienne au ralenti depuis 2012. Quel est le climat d'affaires actuel avec cette crise sanitaire du Covid et la perspective d'un scrutin référendaire? Eh bien, avec la crise du Covid, le marché mondial, le prix du LME s'est relevé à 20 000 $ la tonne. Il faut dire qu'il y avait un seuil plafond depuis 2012 de 20 000 $ la tonne, justement. Et le secteur minier, en tout cas, est favorable. C'est-à-dire que les sociétés minières gagnent de l'argent. C'est plutôt le secteur des usines qui perdent de l'argent. À titre de précision, entre 2009 et 2019, par exemple, les 3 usines ont perdu plus de 1 800 milliards
hein. Et une information est sortie récemment. Le troisième trimestre de la SLN, la production de ferro-nickel a baissé de 19%. Du coup, il table sur 2021 avec une production de 30 000 tonnes de ferro-nickel et 3 millions de tonnes d'exportation de minerais. Donc, difficulté dans le secteur des usines, bien-être dans le secteur des mines. Il faut le dire qu'en fait, quand on regarde bien, les exportations de minerais entre 2007 et 2020 ont doublé. On est passé de 4 millions de tonnes à 8 millions de tonnes, sauf que le prix du nickel, lui, a baissé de 46%. Et donc, il y a une contradiction qui est bien là. Par contre, du côté des usines, on est passé en 2007 de 54 000 tonnes de nickel contenu, transformé, à en gros 90 000 tonnes. Alors qu'il était prévu 150 000 tonnes avec les 3 usines, donc 50 000 tonnes par usine. Et donc là où il y a aussi une réduction. Et donc la question est de savoir, avec le rôle prégnant de la Chine sur le marché et la montée en production des usines en Indonésie par le groupe Tsingshan, qu'est-ce que va faire la Nouvelle-Calédonie? Alors, ce n'est pas une émission sur le nickel, hein, qu'on soit bien clair. Sinon, on prendrait peut-être 2 heures pour en parler. Monsieur Laval, vous qui êtes représentant de l'U2EP ce soir, Fédération des petites entreprises de proximité, on sait que les TPE et les PME représentent 90% du tissu économique calédonien. Comment a été l'impact de la crise sur ce secteur, justement ? Eh bien, l'impact a été quand même assez rude, puisque déjà nous avions déjà le deuxième confinement qui n'avait pas permis encore de se redresser complètement, et ensuite le troisième confinement dont nous devons faire face. Eh bien, la différence qu'il y a, c'est qu'il y a eu avec ce troisième confinement, c'est que les artisans, les services surtout, eh bien, n'ont pas eu la même confiance pour pouvoir travailler parmi les personnes privées, surtout dans les rénovations, etc., parce que les gens ont quand même eu peur. Ils ont quand même cette peur, ce manque de confiance aussi vis-à-vis de l'artisan, parce qu'ils ne savent pas s'ils ne vont pas transmettre le virus, etc. Donc, il y a eu une grosse méfiance qu'il n'y avait pas eu au même niveau lors des premiers confinements. Et donc, ça nous a posé problème aussi, et donc une grosse baisse d'activité dès le départ. Vous êtes confiant ? Nous sommes confiants parce que, enfin, personnellement, je reste toujours assez optimiste parce que j'estime que les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens. Donc, bien sûr, il faut affiner tout cela, mais ça va dans le bon sens et ça devrait permettre de reprendre une activité qui va renflouer certainement les caisses. Mais seulement, il faut que ça démarre rapidement parce que l'artisan, les commerces de proximité, le quartier, là, eh bien, ils sont à bout de souffle. Donc, ils n'en peuvent plus. Est-ce que l'arsenal des aides économiques mis en place par l'État, le gouvernement, les provinces, vous rendent confiants pour sortir de la crise sanitaire, sachant qu'il y a le référendum attendu? S'il n'y avait pas eu ces aides, déjà, nous serions déjà dans un état catastrophique et encore beaucoup plus d'entreprises auraient fermé. Mais ces aides ne peuvent pas faire tout également, parce que certains artisans, certaines entreprises artisanales, eh bien, ont des difficultés pour en bénéficier aussi. Ça veut dire qu'au niveau des critères, ça a été beaucoup plus limité, restrictif? Les critères sont à peu près les mêmes, mais on retombe toujours sur le même public, c'est-à-dire sur l'artisan qui travaille seul, l'artisan qui a des salariés, et c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que l'artisan qui est seul, eh bien, les aides sont très très limitées. Bon, ensuite, l'obtention d'aides, comme le PGE, eh bien, je ne dirais pas que c'est inabordable, c'est impossible, mais on a de grosses difficultés pour y arriver, parce que je pense que ce n'est
peut-être pas totalement la faute des banques, mais je pense également qu'il y a une incompréhension peut-être aussi. Gérard Pascaud, vous êtes donc le président de la Chambre d'agriculture. Cette semaine, vous avez avec NCECO, les acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie, vous vous êtes prononcé pour l'organisation de la consultation d'autodétermination pour le 12 décembre. Expliquez-nous pourquoi. Et pourquoi? Pour une raison vraiment économique, pas du tout politique, puisque NCECO se revendique justement cette position. Et par rapport justement à l'économie qui est vraiment à terre. Et comme l'a dit mon collègue, j'ai entendu un entrepreneur lors d'une réunion me dire on n'est plus au pied du mur, on est en dessous le terrassement. Donc je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et si on reporte encore ces échéances, c'est des craintes et c'est des gens peut-être qui vont arrêter par rapport à cette date, mais aussi à ce qu'on traverse. Et là, je vais parler du monde agricole. Le monde agricole a subi des 2 cyclones en début d'année, des pluies abondantes. On est revenu dans un circuit où les agriculteurs ont pu replanter. Mais malheureusement, au mois de mars, mars-avril, on a eu encore un premier confinement. Un deuxième confinement de plus de 3 semaines, puisqu'on est même 5 semaines de confinement. On a eu une perte justement de vente, alors que là, on était en pleine production. Et là, je parle vraiment que de l'agriculture. Et bon, les agriculteurs, ils veulent travailler, ils veulent avancer et continuer à vendre leurs produits. Les outils et indicateurs sanitaires ont été mis en place depuis le début de ce confinement, notamment pour assurer le scrutin référendaire. Des renforts sanitaires et sécuritaires sont arrivés au compte-gouttes. Milo Poigniwa, vous avez participé à la table ronde de samedi dernier. L'obligation vaccinale dans les secteurs sensibles va être reportée. Et dans le même temps, il y a un ralentissement de la vaccination. Est-ce que c'est une mesure cohérente ? Alors, on pourrait se poser cette question que oui, il y a de l'incohérence, mais si on a demandé le report, c'est parce que dans cette délibération, il y a des difficultés d'applicabilité, notamment sur les sanctions administratives, et puis sur les salariés non vaccinés, où on parle de reclassement ou d'aménagement de poste. Pour certaines entreprises, ce ne sera pas possible, que ce soit du public ou du privé. Ça sera impossible. Et donc, il faut laisser le temps. Ce report permet justement de pouvoir discuter des solutions qui seraient envisageables pour ces salariés qui sont non vaccinés. Mais pour vous, M. Poigniwa, toutes ces mesures, est-ce que ça donne confiance justement aux salariés pour la suite, pour l'avenir ? Je veux dire, on est à notre 3e confinement, on a maintenant l'expérience, je veux dire, en matière de protection des salariés, même si au début de ce confinement, il y a eu quand même parfois des oublis de la part des chefs d'entreprise sur la mise à disposition des gels ou de masques. Mais on a quand même, c'est notre 3e confinement, donc on a quand même cette expérience. Au niveau de la prise en compte de la sécurité des salariés. Il n'empêche quand même que les salariés, même s'ils sont bien protégés, ils ont quand même cette peur, cette crainte. On est quand même dans un confinement où le virus circule. Et donc les gens vont travailler avec la peur au ventre d'être contaminés. Mais je constate quand même que c'est quand même l'endroit où on est plus sécurisé, c'est quand même dans l'entreprise, puisque il y a quand même, on est assez à cheval sur ces consignes de sécurité, et notamment si le chef d'entreprise ne respecte pas, il y a les représentants du personnel, il y a le CHSCT au niveau de l'entreprise, il y a l'inspection du travail qui est là aussi pour rappeler son obligation à l'employeur de respect justement des équipements pour les salariés. Mais par exemple, au lendemain du 13 décembre, comment est-ce que vous voyez l'évolution pour sachant que la crise sanitaire, il faudra toujours la gérer par la suite? Oui, il faudra toujours la gérer, mais je veux dire, on a maintenant, comme je disais, ce 3e confinement, on a le matériel nécessaire pour pouvoir travailler.
en toute sécurité. On a maintenant de la vaccination. Puis, c'est en discussion aujourd'hui sur le pass sanitaire. Ce sont des outils pour permettre justement pour les salariés de pouvoir travailler en toute sécurité. Et c'est-à-dire que l'évolution du pass sanitaire vers un pass à l'emploi, c'est un permis de travailler. Est-ce que c'est une dérive? Alors, il faut qu'on en discute parce que le pass sanitaire, c'est comment on a hérité du pass sanitaire qui a été voté au niveau national. Et donc, ça a été le haut-commissaire et le président du gouvernement l'ont pris un arrêté pour son application ici, au niveau du pass sanitaire. Et donc, il faut que... c'est pas dans tous les lieux, hein, c'est là où on peut circuler. Ça s'applique justement au public, mais aussi aux salariés de ces endroits. Je vous vois réagir, Jean-Louis Laval, dites-nous ce qui vous fait réagir par rapport aux propos. Ou les miens, ou ma question. Oui, c'est sûr, ce n'est pas le pass sanitaire n'est pas un droit au travail. Le pass sanitaire, permet plutôt de reprendre des activités en pratiquement toute sécurité, si on veut. Et mais loin de là, à ce que l'on pense à faire une autorisation de travail, parce que ce ne serait pas logique d'abord. Ce ne serait pas normal. Que ferait-on des autres alors, salariés? Édouard Léoni, l'ensemble de ces mesures, de ces outils de gestion de crise, pass sanitaire, obligation vaccinale, sont-ils des éléments qui permettent, qui garantissent un avenir serein vers la troisième consultation? Disons qu'il faut être pratique pour les entreprises, hein, et en particulier pour le secteur nickel. Le nickel a eu aussi ses difficultés, donc il a fallu passer par le gel, les masques et les précautions d'usage. Mais c'est ce que je veux indiquer en particulier, c'est que les aides de l'État ont vraiment permis de passer le cap. Hein. Et désormais, les responsables politiques, économiques et institutionnels pensent déjà à l'après 12 décembre, pardon, dans l'hypothèse où le 12 décembre se confirme. Et les vraies questions de fond restent. C'est-à-dire, en matière de nickel, quelle stratégie nickel mettre en place? Et par exemple, un auteur comme Michael Porter dit, en termes de stratégie générique, on est confronté soit à une domination par les coûts, et là, par rapport aux usines d'Asie, on ne peut pas rivaliser, sauf si on met une structure internationale pour relever les cours, justement, passer ce seuil de 20 000 € à la tonne. Le deuxième temps, c'est une différenciation sur la chaîne de valeur, en misant, par exemple, sur les teneurs hautes de la Nouvelle-Calédonie et sur un meilleur service après-vente. Et puis le troisième temps, c'est une focalisation sur des niches. Les niches, bon, par exemple, Prony Ressources le fait, hein, sur le NHC. Sauf que la Calédonie aurait bien accepté qu'on passe aussi au raffinage. Alors, c'est là qu'on gagne de l'argent. Monsieur Léoni, une question Facebook. Que rapporte par an à la Nouvelle-Calédonie l'exploitation du nickel? Eh bien, bon, il suffit de regarder par exemple les exportations de 2019-2020, 170 milliards de recettes. Ce qui est intéressant sur les 170 milliards, c'est qu'en fait, il y en a au moins 130, 140 qui reviennent. Donc en fait, vous faites un total 150 plus 100, 250 sur les 1000 milliards de PIB actuels. C'est un rôle primordial pour la Calédonie, comme d'autres secteurs, comme l'agriculture par exemple. Alors justement, l'agriculture, à quel niveau se situe le niveau de confiance des agriculteurs sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie? Alors la crainte, on va dire, de l'agriculteur, c'est le foncier. On va dire que c'est surtout cette crainte-là, c'est de garder son foncier. Et ça, je pense que c'est dans l'ensemble du territoire. Et sinon, de continuer à travailler en toute liberté et qu'on puisse continuer à nourrir nos gens et puis que nos enfants et nos petits-enfants continuent à vivre et s'épanouir sur leur pays. Pour construire du coup ce pays dont vous parlez et cette sérénité autour du prochain référendum, Jean-Louis Laval, au niveau des entreprises et des travailleurs indépendants, que leur faut-il pour avoir confiance, pour avoir ce rebond de confiance dans l'avenir, notamment institutionnel? Bien, pour avoir confiance, il faut garder la parole donnée déjà.
Et ce référendum a été demandé et il doit avoir lieu. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas lieu, c'est bien à ce moment-là que la confiance part. Parce que la confiance, que ce soit les artisans ou je pense ou une certaine partie de la population ou toute la population, dans ses vertus qui est la confiance, eh bien, lorsque on veut l'avoir, eh bien, il faut tenir sa parole et il faut que l'on reste sur des positions qui permettent quand même de reprendre des activités et qui donnent une perspective d'avenir, une perspective, une vision de comment nous allons pouvoir réapprendre à travailler, retrouver une activité qui permette de faire vivre l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, si on change d'avis ou on essaie de changer d'avis en cours de route, eh bien la confiance ne peut pas rester. Elle ne peut pas demeurer, c'est pas possible. Milo Poignet-Ouin, en tant que secrétaire général de l'USWINC a été l'auteur d'un rapport Syndex sur la vie chère et qui, vous avez du coup organisé plusieurs manifestations en 2020 par rapport aux réformes qu'il faut engager pour redonner confiance aux salariés, aux entreprises, aux Calédoniens de manière générale. Dites-nous quels sont les critères sur lesquels il faut avancer. Je veux dire, il faut, par rapport à la question pour relancer l'économie, il faut une certaine confiance. Et pour redonner confiance soit aux investisseurs, aux entreprises, à la population, il faut une certaine stabilité au niveau politique du pays. Depuis 30 ans, on voit bien que nos politiques se sont occupés que de l'aspect institutionnel, et pas d'engager les réformes nécessaires pour le plein épanouissement de la population calédonienne. Il y a eu un arsenal d'aides économiques mis en place pour les entreprises, mais qu'en est-il pour les salariés, les Calédoniens on est quand même à ce troisième confinement et aujourd'hui on n'a rien du côté des salariés. Bon, l'année dernière il y a eu quand même au niveau des banques des annonces de fait pour que les salariés puissent différer des crédits. Ça n'a pas été annoncé, mais je pense que il faut faire des annonces, que ce soit au niveau des banques pour pouvoir emprunter pour les salariés, pour pouvoir aussi passer le cap, parce que c'est une période qui est difficile, mais aussi pour pouvoir... Les salariés, ils ont des charges comme tout le monde, comme une entreprise. Et donc, il faut pouvoir l'aider pendant cette période de difficulté. Alors, monsieur Poignet-Ouin, une question Facebook s'affiche sur vos écrans. Depuis 30 ans, les partis politiques loyalistes et indépendantistes n'ont rien proposé ni créé pour l'avenir. Une réaction d'un de nos internautes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, monsieur Poignet-Ouin? Oui, c'est ce que je l'ai souligné. On voit bien que pendant plus de 30 ans, nos politiques ne se sont occupés que de l'aspect institutionnel. Maintenant, il faut engager les réformes nécessaires pour le plein épanouissement du pays. On a le RUAM qui est déficitaire. Il faut s'empresser de faire les réformes. Or, pour l'instant, ce sont que des petits pansements sur une jambe de bois qu'on met. Mais il faut engager les réformes nécessaires. Sur la fiscalité, pareil. Il faut engager les réformes. Et c'est d'où notre marche de l'an dernier, au mois de novembre, justement, pour que nos politiques engagent les réformes nécessaires pour le pays. Édouard Léoni, vous qui êtes consultant en finances publiques et donc stratégie nickel, quelles sont les réformes qu'il faut mettre en œuvre au lendemain du référendum? Eh bien, il faut mettre en œuvre les mesures prioritaires. Naturellement. Il faut mettre en œuvre les réformes qui ont été reportées depuis 30 ans. Lesquelles? En particulier la réduction de la dépense publique. On a une dépense publique qui dépasse plus de 50% du PIB. Donc ça pèse sur le fonctionnement de l'économie, en termes de salaire, en termes d'indexation, en termes de marché public. Donc une mutualisation des moyens, en particulier sur les ressources humaines, sur les finances et les marchés publics. On a 3 provinces, on a 33 communes, on a un gouvernement. Il est temps de mieux gérer notre pays. C'est évident. Moi-même et d'autres, on avait déjà indiqué ça au gouvernement de l'époque. Et ça n'a pas été fait. Il faut le faire. Le deuxième temps, c'est la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se décline par des ressources, par l'exercice des compétences que l'on a.
Et là-dessus, la remarque du ministre de l'Outre-mer qui disait que maintenant la gestion du pays est du ressort des élus, eh bien il faut exercer ces compétences. Elles n'ont pas été utilisées à plein. Et puis le troisième temps, c'est naturellement des actes. On attend des actes. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'actes. La réforme de la fiscalité, la réforme de la fonction publique. La semaine dernière, il y avait une conférence à l'université sur la fonction publique. Il faut le faire. Et poser enfin des outils structurels, en particulier sur le prix du nickel. Moi-même, je propose par exemple la création d'une organisation des pays exportateurs de nickel avec 3 exportateurs, l'Indonésie, l'Australie et les Philippines. Ce projet a été validé par mon école de commerce. C'est possible si on a le courage et la volonté de le faire, à condition qu'on s'entende tous ici sur de miser sur des objectifs de bonne volonté. Des hommes et des femmes de bonne volonté vont enfin engager des réformes, espérons-le, pendant les 18 mois qui arrivent. Engager des réformes et définir des filières de relance, c'est ce qui a été dit lors de la conférence NCECO de cette semaine. Gérard Pascaud, en quoi l'agriculture peut être une filière de relance et de réforme? Je vais rebondir sur ce que me dit M. Léoni. Il faut mutualiser nos moyens. Il faut réduire justement, parce qu'on parle souvent que l'agriculture ne pèse que 15%. C'est faux. 15%, vous enlevez les produits laitiers qu'on importe et qu'on est obligé d'importer, malheureusement, les yaourts qu'on fabrique. Mais, voilà. Et on a travaillé avec des partenaires, avec les provinces, avec les gens du gouvernement. La Chambre d'agriculture a préparé un document, justement, pour mettre justement tout ce que pesait l'agriculture en Nouvelle-Calédonie. Et on s'aperçoit, en fait, qu'il n'y a pas grand-chose qui revient aux agriculteurs. Mais par contre, on a une bulle de personnes qui s'occupent de l'agriculture. Et ça pèse vraiment beaucoup plus cher que ce qu'on donne aux agriculteurs, en fait. Et comme dit M. Léoni ou mes collègues, il faut qu'on travaille sur vraiment une politique économique et agricole, voilà, pour mon secteur, quoi. Alors, il nous reste presque 10 minutes d'émission. On va passer maintenant à la séquence des questions Facebook pour nos invités de ce deuxième plateau. Alors, première question. Quand est-ce que des réformes de fonds seront réellement faites en Nouvelle-Calédonie pour que le taux de croissance économique augmente? Édouard Léoni. Eh bien, demain. S'il y a une volonté, s'il y a une majorité au Congrès, si le gouvernement s'engage sur des projets. Et cette fois-ci, je pense qu'il faut vraiment mettre en place, cette fois-ci, une union politique, dépasser ces clivages indépendantistes et loyalistes, et d'abord traiter les soucis, les problèmes directement. Les problèmes, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est le logement, c'est les transports. Et ça, c'est pas politique, c'est travailler pour le quotidien des gens. Une réponse, Jean-Louis Laval? Oui, c'est ça, mais je voulais juste revenir, si vous permettez, pendant les 30 ans, il n'y a pas eu de réforme. Il y a eu quand même des réformes faites par les politiques. Ils ne sont quand même pas tout à fait croisés les bras, et notamment, on peut dire que sur le social, il y a eu quand même bien le minimum vieillesse, le minimum retraite, l'aide au logement, etc., etc. Donc, tout n'était pas quand même si mauvais que ça, et quand même, certains ont œuvré quand même pour le bien-être de toute la population. Bon, alors ceci dit, oui, il faut mettre en place des réformes, mais rapidement aussi, rapidement, comme on dit, c'est aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un regroupement de tous, de toute tendance politique que ce soit, et ensuite après, avec tous les acteurs sociaux aussi, parce qu'on connaît quand même comment cela fonctionne, eh bien, pour faire des réformes, mais qui tiennent la route et qui sont structurelles, et qui vont rester pérennes. Alors, autre question Facebook, les décisions prises par le gouvernement ne sont-elles pas déconnectées des réalités locales? Peut-être M. Pognewa pour cette question. Je veux dire, pas forcément, je veux dire, il y a quand même, ils ont, dans leur propagande quand même, ils sont basés quand même sur le vécu de la population, ils sont quand même à l'écoute, ils ne sont pas trop en décalage. Sauf que c'est dans la prise de décision que ça manque. Voilà, on parlait de réforme, par exemple, au niveau de nos protections sociales. Ça, c'est un sujet qu'on en parle depuis longtemps. La dernière réforme qu'il y a eu, c'était en 2002.
Hein. On connaît qu'il a des difficultés et pour l'instant, on n'engage pas les réformes nécessaires. Donc oui, je veux dire, il faut maintenant passer aux actes. Hein, maintenant, il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Je rappelle que vous êtes le représentant du Conseil du dialogue social ce soir. Comment ça se passe, les débats sur l'avenir institutionnel? Le Conseil du dialogue social regroupe les organisations patronales, les organisations syndicales. Comment se passent les débats? Est-ce que c'est apaisé? C'est plutôt assez houleux? Comment ça se passe? Pour l'instant, sur l'avenir institutionnel, pour l'instant, on n'a pas engagé encore de réelles discussions là-dessus. Hein. On est saisi sur des projets de loi, des délibérations, mais sur l'avenir institutionnel du pays, pour l'instant, on n'a pas encore engagé de discussions entre nous, les partenaires sociaux. Autre question Facebook, elle va s'afficher sur vos écrans. Peut-on, dans le pays de demain, établir des zones franches en terre coutumière avec des contrats de travail adaptés? Édouard Léoni? Eh bien, il faut que le statut coutumier, il faut une adaptation du droit général au statut coutumier, c'est clair. Mais par exemple, il y a déjà des projets qui ont été mis en place. Hein. Par exemple, le centre technique à la tribu de Baco. Hein, donc ça existe, si on a vraiment une volonté. Il y a aussi des grandes surfaces commerciales qui ont été construites dans la zone. Donc c'est possible. Naturellement, il faut codifier tout ça, il faut contractualiser tout ça, avec un peu de bonne volonté, surtout un retour enfin à une paix sociale entre nous, à comprendre que l'on soit européen, mélanésien, wallisien ou océanien, on peut arriver à s'entendre. Hein. Moi, je parie là-dessus, ce pari d'intelligence, qui n'est pas simple en réalité, hein, mais qui se réalise depuis 150 ans en réalité. Vous faites le même pari, Gérard Pasco? Oui, je fais le même pari et moi je reviendrai sur le foncier coutumier. C'est vrai qu'il faut l'ouvrir. Et même dans les îles, moi j'ai eu souvent l'occasion d'aller dans les îles et j'ai beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas s'installer sur des terres coutumières alors qu'ils sont chez eux. Mais parce que il y a des blocages, ça appartient à quelqu'un et ce quelqu'un ne veut pas le transmettre. Et c'est bien dommage. Mais on a des ressources foncières et il y a aussi, on a les baux ruraux, donc qui peut aller dans ce sens-là. Comme ça, l'agriculteur n'achète pas son terrain. Et il est locataire avec bien sûr des conditions. Et au moins ça peut fonctionner. Dernière question Facebook, elle va donc s'afficher sur vos écrans. Comment peut-on parler de relance économique alors que des centaines de Calédoniens enterrent leurs morts? Gérard Pasco? Sur cette question, ça me touche beaucoup, tout d'abord. Et la Nouvelle-Calédonie est en deuil. Et je présente mes sincères condoléances à toutes ces familles, à tous les gens qui sont aussi hospitalisés. Et je voudrais aussi quand même remercier sincèrement tous les soignants, où ils se trouvent. Et on voit encore qu'il y a eu des renforts. L'armée, je veux dire, c'est quand même la France qui vient quand même nous donner encore un coup de main. Je remercie tous ces gens, vraiment avec des frissons, parce que ça me touche vraiment. Jean-Louis Laval, sur cette question. Il est évident que la Nouvelle-Calédonie est vraiment en deuil, puisque c'est terrible. C'est autant de morts en si peu de temps. Et comment faire ce deuil de cet événement, de cette chose terrible? C'est très compliqué. Et il faudra des années pour s'en remettre réellement. Parce que chaque famille, beaucoup sont endeuillés, soit par des liens parentaux, soit par les liens amicaux, etc. Tout le monde est impacté. Moi, personnellement, j'ai au moins 3 ou 4 amis qui sont partis. Et donc, tout le monde sera touché. Et il est vrai que ça ne passera pas comme ça aussi. Mais je comprends très bien cette préoccupation. On dit, comment peut-on parler d'économie alors qu'il y a tant de douleurs, tant de souffrances? Mais il faut aussi tenir aussi, penser aussi à l'avenir aussi. Et donc, toutes ces personnes parties, eh bien, resteront dans nos cœurs, mais il faut aller aussi vers l'avenir également. Et encore, tout en sachant que le deuil n'est pas encore terminé.
Une réaction, Milo Poignivoix? On est dans une période qui est totalement difficile. Les rites coutumiers ont bousculé, ont dû changer. Et donc forcément, les familles sont impactées. Ça va être difficile de se relever. Il faudra laisser le temps au temps, comme on dit. Par contre, il faut que dans les discussions qui vont s'ouvrir après, à partir du 13 décembre jusqu'en juillet 2023, c'est là qu'il faut justement proposer des réformes. Les Calédoniens, ils ont envie de voter sur un statut, sur leur devenir de demain. Est-ce que j'aurai une retraite? Est-ce que j'aurai une protection sociale? C'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'il faut que nos politiques discutent pour proposer un avenir meilleur pour les Calédoniens. Et très brièvement, Édouard Léoni. Eh bien, je résumerai en une phrase, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et pour prendre ce chemin, il faut engager la réforme, il faut régler la situation des inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie. Nous disposons de facteurs clés. 1, nous avons 25% des ressources mondiales de nickel. 2, nous avons l'aide de l'État et son expertise. 3, nous avons les compétences avec l'accord de Nouméa. Donc maintenant, il faut se prendre en main et faire le boulot. Donc on a les moyens, la confiance est de mise. Merci à chacun d'être venu sur NC La Première, partager vos expériences et vos visions. Merci à vous de nous avoir suivis et participé en direct au cours de cette soirée. Merci aux équipes d'NC La Première pour la réalisation de cette émission qui sera en replay. Et on se retrouve dans 15 jours pour un autre débat. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée sur La Première, bien sûr. Retrouvez